Hop, et ça décote ici. Est-ce qu'il y a un contradicteur qui est venu ce soir? Est-ce que Il y a un contradicteur qui va venir ce soir? ben, peut-être. Je sais Bon, il y en a Il y en a peut-être pas, c'est un conseil. peut-être qu'il y a un contradicteur soft, puisque monsieur me dit que je suis d'extrême droite. Ben, Mais il vous est. ne pouvez pas le nier si vous représentez la droite et Ciotti, je suis désolé, vous faites partie de l'extrême droite. Ciotti l'a quand même dit, on va s'allier. On est d'accord, vous ne pouvez pas le nier. Oh, bah oui, on est là pour en discuter, aucun problème. Je suis contre, je suis pas d'accord. Ouais. On peut. C'est pour vous salir. Je respecte votre positionnement, vous avez le droit et je vais vous donner le mien. Ciotti, il a tout simplement, à mon avis, après je peux me tromper, mais il a tout simplement été vers l'extrême droite pour avoir un poste de ministre. Point à la ligne. Alors, si vous partez du principe que le RN est extrême droite. Mais oui. excusez-moi, qui c'est qui a dit le RN vient bien du FN. Oui. Le FN, il a bien été fondé par Jean-Marie Le Pen. Oui. C'est quand même bien lui qui a dit, c'est un détail de l'histoire, en parlant des chambres à gaz. Oui. Alors, ne venez pas maintenant me dire, parce que vous auriez changé, parce que le FN aurait changé de couleur et aurait mis un peu plus beau. Bah, vous savez, Jean-Marie Le Pen n'est plus au FN, il n'est plus au RN. C'est fini, ça, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, le RN a changé. Il n'y est plus. Voilà. Il n'y est plus. Il Les reste partis quand même changent. Le père de la fondatrice. Oui, ça c'est personnel, c'est leur famille, hein, ça ne nous regarde pas. Mais oui. Il reste quand même le père de la fondatrice. Oui. Et on va dire, vous allez encore me dire, parce que je l'ai lu, c'est pas la première fois que je le lis, c'est pas sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec le reportage d'envoyé spécial, où on voit deux abrutis, parce qu'on ne peut pas les qualifier autrement, qui s'en prennent à une femme qui est à côté parce qu'elle est noire. Ouais, ça c'est clair, c'est pas bien. Et il y a encore des imbéciles, excusez-moi, qui votent pour le Front National, enfin, ou les RN, et qui disent elle est communiste. Alors, parce qu'elle serait, supposons. Alors qui c'est qui est communiste, qui quoi? Ben, ils prétendent qu'elle est communiste. Parce qu'il faut bien qu'ils aient quelque chose à répondre contre ce genre de choses. Donc, ils disent qu'elle est communiste. Et que c'est parce qu'elle est communiste que les deux imbéciles s'en prennent à elle et la traitent de singe. Ah, Monsieur. Habib Meyer, représentant des Français en Israël, s'est allié LR avec le Rassemblement national, donc il considère qu'il y a une suffisante dédébilisation du RN. Moi, ce que je suggère, je suis venu voir Marc, qui est mon ami, c'est que c'est quand même une réunion où on va laisser Marc être le personnage principal et on va le laisser parler si ça ne te dérange pas. Mais je ne suis pas là pour prendre la parole. Je suis là, je dis ce que j'ai à dire. Maintenant, si ce que j'ai à dire ne vous plaît pas, ça ne me plaît pas tellement, donc je vais peut-être partir. je suis désolé, mais ça n'est que la vérité. bonjour. Installez-vous. Oui, non, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Après, bon, il faut juste, par rapport au temps de parole, que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà, donc, voilà, mais tout le monde pourra s'exprimer. Mais on va revenir sur ce sujet, il n'y a aucun problème, je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais commencer par une petite intro rapide aussi. Je sais que certaines personnes arrivent, on m'a dit à 19h20. Donc, est-ce qu'on les attend un petit peu ou on échange un peu? C'est un peu le problème de Singapour, c'est que les horaires ne sont pas... Tout le monde n'est pas à l'heure. Après, c'est un peu comme Hong Kong, hein, c'est pareil. C'est possible. J'ai été... je vais souvent à Hong Kong, puisque j'avais une entreprise avant à Hong Kong. Et j'ai Ah, pas mal de une copains. entreprise de quoi? Ben, si vous voulez, alors, je continue à fabriquer. Mais maintenant, je n'ai plus que la société de Singapour. Mais je fabrique en Chine. D'accord, donc vous fabriquez des produits Je fabrique beaucoup de produits. On a à peu près 200 et quelques produits différents. Est-ce qu'il y en a qui veulent se présenter ou dire ce qu'ils font rapidement en 30 secondes? Vous n'êtes pas obligé. Non, Pour information déjà, est-ce que ça ne vous dérange pas que j'enregistre?
Donc en fait, on ne voit pas vos visages, mais on va entendre votre voix et ce sera retransmis. Voilà. Donc si vous voulez être incognito, vous ne parlez pas. L'appareil que vous avez posé là. C'est un micro, Ah, d'accord. donc on vous entendra. Vous avez vous un micro, il y a un micro là. Oui, voilà. On vous entendra un petit peu moins bien parce que c'est plus loin, mais bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que de vous faire passer le micro. Voilà, quoi. C'est quoi l'objectif de la réunion ce soir? Oui. Bon, on peut déjà commencer avec ça. Alors, donc, déjà, merci de poser la question et merci d'être là. Je sais qu'on attend quelques autres personnes, mais bon, voilà, on commence. De toute façon, c'est pas l'objectif, justement, ce n'est pas de faire une présentation détaillée. Je n'ai pas préparé un PowerPoint, etc. L'objectif, c'est simplement d'échanger. Comme avec tous les autres candidats, hein, vous avez, je sais qu'Anne Genté était ici la semaine dernière, elle sera à Hong Kong demain. Il y a dû y avoir d'autres candidats qui sont venus à Singapour. Donc, en fait, chaque candidat, s'il le souhaite, réserve les locaux des consulats ou d'ambassades. Oui, demain, je serai à Phuket. Donc, voilà, c'est une campagne claire, donc on est obligé de choisir. Certains candidats ne se déplacent pas du tout. Certains sont en France. Par exemple, François Asselineau est en France. Je ne pense pas qu'il va venir ici faire une présentation. Voilà, mais en tout cas, c'est tout simplement à la rencontre de nos compatriotes. Bien entendu, la circonscription est tellement grande qu'on ne peut pas être vraiment sur le terrain partout. Donc, c'est pour ça qu'hier, j'ai fait une visioconférence. Donc, c'était sur YouTube. Mais bon, voilà, Singapour, Hong Kong, c'est pas trop loin. J'ai l'occasion de venir ici, notamment parce que j'ai eu des soutiens, j'ai eu des donateurs, j'ai de l'aide logistique. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis venu à Singapour et pas à Tokyo, par exemple, et demain à Phuket et pas à Bangkok. Voilà, donc je m'adapte en fonction de l'aide que j'ai sur place. Voilà. Question. Tokyo fait partie de votre cercle de l'ancienne? Oui, tout à fait, monsieur. C'est toute l'Asie, l'Océanie et l'Europe orientale. L'Europe orientale, c'est-à-dire aussi l'Ukraine et la Russie. Voilà, donc nous sommes là tout simplement pour échanger. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Ce n'est pas une réunion partisane, hein, c'est une réunion ouverte à tous. Là, il y a 2 ans, j'étais ici et j'avais un contradicteur de gauche macroniste. Pendant 2 heures, il m'a posé plein de questions et il n'y a aucun problème. Et je l'ai dit d'ailleurs, je suis là pour m'expliquer, pour présenter ce que je propose. Et puis je sais que, notamment dans le camp de la droite et l'extrême droite pour certains qui vont l'appeler ainsi, il y a beaucoup de candidatures. Donc certaines personnes veulent me voir en personne pour comprendre pourquoi il y a autant de candidatures, pour comprendre le contexte et pour comprendre quelle est la différence de mon approche. Donc je suis là pour ça. N'hésitez pas à me poser des questions plus précises. Je suis disponible. Après, pourquoi venir sur place? Bon, je sais que normalement à Singapour vous êtes assez connectés, mais normalement à Phuket demain, j'ai pas mal de personnes. Je pense qu'ils vont venir me voir, qui n'ont pas envie d'ouvrir des emails, de voir sur YouTube, d'être sur Zoom. Ils veulent me voir en personne, ils veulent me voir les yeux dans les yeux. Ouais, Marc, qu'est-ce que c'est quoi ce bordel? Pourquoi Donc je vais leur expliquer demain. Voilà. Mais en tout cas, voilà, pour vous dire, faire un petit débrief de la campagne. Comme vous le savez, le vote commence demain. Demain jusqu'à jeudi, vous avez 2 jours de vote par Internet. Et ensuite, vous avez le vote à l'urne si vous n'avez pas voté par Internet, bien entendu. Donc, vous avez le choix, soit voter par Internet, soit voter à l'urne. Donc, en quelque sorte, je dirais que ce soir est un peu le dernier soir de campagne avant le début du vote. Bonjour. Bonsoir. Ça va, ça fait un bail? Oui. Voilà. Et donc, je crois que c'est… Ouais, là, il y a 2 ans, tu n'étais pas là et tu étais à Hong Kong. Alors, le vote commence demain à midi heure française, donc c'est-à-dire 18h heure de Singapour. Voilà, si vous voulez voter par Internet, vous votez demain par Internet. Vous avez dû recevoir votre SMS, votre mot de passe par SMS et votre identifiant par email. Voilà. Et si vous l'avez reçu, que vous n'avez pas envie de voter par Internet parce que pour X raisons, j'en connais qui me disent « Oh, je n'ai pas confiance, je vais voter à l'urne. » Voilà. Et après, il y en a qui ont confiance, mais ils ont juste envie de voter à l'urne, ça leur fait plaisir, ils ont envie de mettre le bulletin dans l'urne, donc ils vont voter à l'urne. Voilà. Bien entendu, si vous avez voté par Internet, vous ne pouvez pas voter une 2e fois à l'urne. Jeudi soir, le vote par Internet sera clos et donc jeudi soir, vendredi, il y aura la liste de tous ceux qui ont voté par Internet et il y aura les listes électorales qui seront éditées, qui seront utilisées le dimanche. Et dans la liste, ce sera écrit « Monsieur Dupont a déjà voté ». Donc, vous ne pouvez pas retourner, aller au consulat et dire « Je veux voter, je n'ai pas voté ». Vous ne pouvez pas tricher, voter 2 fois. Voilà pour le petit débrief, on va dire, administratif. Voilà. Et après, au niveau de la campagne, au niveau des points politiques,
Je pense que je vous ai déjà tout envoyé. J'ai fait beaucoup d'emails, j'ai fait beaucoup de visioconférences, j'en ai fait une dimanche, j'ai tout dit. Donc je ne peux pas tout répéter en 5 minutes, mais bon, je suis là à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Si je peux lancer la première question. Je sais que je suis dans les groupes, mais pour être très honnête, je ne lis pas ou peu. Je regarde peu tes vidéos. C'est pas acceptable. Je suis désolé, c'est juste une question de temps. J'ai 4 gamins, donc j'ai pas trop le temps. Mais, c'est bien ça, famille nombreuse. La question, c'est toi, tu représentes quel parti? Tu es un indépendant? Tu représentes quel parti de droite? À nouveau, tu dis qu'il y a beaucoup de candidats de droite. Est-ce que tu peux clarifier? Très bien, bon, question très logique que tout le monde me pose partout. Donc, je représente le camp de l'Union des droites. C'est comme ça que j'ai déclaré mon étiquette. Parce que quand on se porte candidat, on doit déclarer une étiquette. Par exemple, il y a un candidat qui se déclare Rassemblement national, il y a une candidate qui se déclare Reconquête. Voilà, donc je dirais que nous sommes 3 principaux candidats de droite. Il y a 2 ans, en 2022, j'étais ici, à cet endroit, et j'étais le candidat officiel de Reconquête. Depuis, je n'y suis plus. Je souhaite une candidature transpartisane, sans étiquette, parce que pour moi, l'union se fait soit avec toutes les étiquettes, soit avec aucune étiquette. Le soir même de la dissolution, le 9 juin, quand Macron a annoncé en direct, moi je le regardais en direct à Hong Kong, je crois qu'il était 3-4 heures du matin, donc je n'étais pas très bien réveillé. Et quand il commençait à dire conformément à l'article 12 de la Constitution, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien compris ou pas? Et donc j'étais très surpris. Mais bon, dès que j'ai compris qu'il se passait ce qui s'était passé, je me suis dit, bon, voilà, je suis candidat parce que c'est naturel. J'ai fait le 3e meilleur résultat en 2022, c'est-à-dire après la macroniste et après la gauche. Donc j'étais le premier résultat de la droite. Pour moi, j'ai le devoir de me représenter. D'autant plus qu'au sénatorial 2023, j'ai fait aussi le premier résultat du camp national. J'ai fait plus que le RN et Reconquête. Donc pour moi, c'est naturel, je dois me présenter. Et après, une fois que je me présente, je sollicite le soutien de tous les partis. Donc je l'ai dit, dès le lendemain, le 10, j'ai exprimé ma candidature et j'ai demandé à Reconquête, au RN, au LR, à tout le monde, UPR aussi, de se réunir autour de ma candidature qui est la candidature naturelle. On a failli y arriver parce que j'ai des bonnes relations avec Reconquête, en tout cas la nouvelle équipe. Et donc, je peux vous dire que le responsable de Reconquête Asie voulait que je sois le candidat soutenu par Reconquête. Et je peux vous dire aussi que Éric Minier, mon collègue, qui est aussi un ami, qui est conseiller des Français étrangers comme moi, qui est un élu local qui est à Pattaya, il était partant pour être mon suppléant. Donc, ça aurait été l'union parfaite. On aurait eu un ancien candidat Reconquête qui lui-même est ancien LR, qui est désormais le candidat soutenu par le RN, avec un suppléant RN. Et je suis sûr que Reconquête, si c'était décidé localement, il n'aurait pas présenté candidat. Là, on aurait eu une seule candidature pour les 3 étiquettes, on va dire. Donc maintenant, malheureusement, on a une candidature qui est la mienne, qui est, on va dire, la candidature naturelle. En plus de cela, nous avons une candidature Reconquête et enfin, on a une candidature RN. Donc, malheureusement, nous partons divisés. Pour terminer, je dirais que pourquoi nous en sommes là, c'est à cause des partis politiques, puisqu'en fait, si on oubliait Paris, c'est-à-dire aucune décision prise de Paris, nous en Asie, avec Reconquête et IRN, on aurait trouvé un accord. Mais ce n'est pas les responsables de Reconquête et IRN en Asie qui décident. C'est ceux qui sont dans des bureaux à Paris, qui sont, semble-t-il, très intelligents et qui vont décider depuis Paris comment ça doit se décider en Asie. Donc ma position, on peut être d'accord ou pas, c'est de dire qu'en fait, il y a un problème dans la configuration des partis politiques qui fait qu'en fait, ça empêche l'union des droites. En plus de cela, ce n'est même pas que les partis politiques, c'est le système politique français. Pour ceux qui ne le savent pas, chaque voix que vous donnez au RN ou à Reconquête, ça leur rapporte de l'argent, 1,50 € par an. Donc si dans notre circuit, par exemple, Reconquête fait 1000 voix, ils auront 1500, 1600 € par an pendant 5 ans. Donc même s'ils savent très bien qu'ils n'ont aucune chance d'arriver au deuxième tour, ils y vont quand même parce que ça fait de l'argent. Et ce n'est pas les seuls, il y a Debout la France aussi. Donc Nicolas Dupont-Aignan envoie des candidats dans 107 circonscriptions, je crois, parce qu'il faut faire minimum 50 circonscriptions à 1%. Donc il y a des intérêts financiers, il y a des intérêts de temps de parole. Si vous ne présentez pas de candidat aux législatives, vous n'avez pas de temps de parole dans les médias. C'est ce qui arrive par exemple à François Asselineau. Vous voyez bien que François Asselineau n'est jamais sur CNews par exemple, sauf pendant la période officielle de campagne, les 2 dernières semaines. Mais en dehors de ça, ce n'est pas François Asselineau, c'est Zemmour, etc.
Et pourquoi ils ont le droit? Parce qu'ils ont été candidats aux législatives. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai rien contre la candidature de mon ami Anne-France Larquemin, qui était ma suppléante en 2022. Maintenant, elle est candidate de Reconquête. Je lui ai dit, écoute, bonne chance, vas-y. Si j'étais Zemmour, je ferais pareil. Je lui ai dit, écoutez, on n'a pas l'union, on n'a aucune chance d'avoir des députés, mais on y va quand même. Il envoie 330 candidats dans toute la France et dans le monde. Pourquoi il envoie 330 candidats? Pour avoir de l'argent et pour avoir du temps de parole. Et il a raison. Si j'étais Zemmour, je ferais ça parce que s'il ne fait pas ça, il devient Asselineau. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de CNews, il n'y a plus de BFM TV. Voilà où on en est. Merci beaucoup. Je peux peut-être être un peu direct. Enfin, quel est ton intérêt à toi? Parce que Alors, très bonne question. Tu as la légitimité de 2022. J'ai voté pour toi et je vais pas reconnaître, mais on est dans un cas de figure différent. Ta candidature, là, ça ne sert pas le camp de droite, on va dire. Ça ne le dessert pas. Après, tu vas me dire. Oui, je vois, je vais répondre. Tu vas appeler probablement à voter pour le RN, je suppose. Mais quel est l'intérêt aujourd'hui? Est-ce que, quelque part, ce serait peut-être un intérêt légitime personnel qui est aussi, comme tu nous le décris, il y a peut-être un aspect financier derrière, mais d'un point de vue purement politique et intérêt national, tu as une candidature supplémentaire. D'accord, je vois. Non, il n'y a pas d'intérêt financier puisque je ne suis pas un parti politique. Ah, okay, voilà. Si j'étais par exemple Debout la France aurait pu me demander, Monsieur Guyon, est-ce que vous pouvez être candidat parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin de faire 1% nazi. Et j'aurais pu dire, bon écoutez, pour la démocratie, je veux bien être votre candidat, voilà. Mais là non, c'est parce que je ne suis pas, il faut être un parti politique et non seulement il faut être un parti politique, mais il faut faire 50 fois 1%. Donc Asselineau, par exemple, lui, ce n'est pas l'intérêt financier puisqu'il ne peut pas, il est seulement candidat dans une circo. Donc il n'aura pas de financement public. On oublie l'aspect financier. Je le retire de ma question. Voilà. Mais en fait, c'est important pour comprendre. Mais je vais répondre. Alors, déjà, il faut situer le contexte. Pourquoi être candidat aux législatives? Il y a 3 raisons principales. Première raison, être élu. Bon, ça c'est logique. Deuxième raison, avoir des finances publiques ou du temps de parole. Si on est un parti. Comme Reconquête, si on est parti. Et si on envisage de faire 50 fois 1%. Troisième raison, et on peut dire que c'est celle que je recherche, bon, c'est se faire connaître, être en campagne, faire passer un message. Le message que je veux faire passer, c'est que je veux développer un réseau de patriotes dans toute l'Asie et même dans le monde qui soit en dehors des étiquettes politiques. Parce que j'ai vécu de l'intérieur ce que sont les partis politiques et je prône un renouveau du militantisme politique. Et donc moi je pense qu'il faut pouvoir être militant en dehors des étiquettes. Voilà. Après, vous pouvez me dire peut-être que oui, mais Marc, tu es un idéaliste, tu vis dans le monde des bisounours, ça ne se passe pas comme ça la politique. Ok. Ou alors on peut me dire, ah oui, mais Marc, c'est très bien, je suis d'accord avec toi, je suis la politique depuis 20 ans, mais j'en ai marre, les partis sont tous les mêmes, j'aime bien ton approche, je soutiens. Moi, j'ai les deux camps. Après, je ne sais pas lequel est plus important que l'autre. Voilà. Et pour finir, je ne rejoins pas l'analyse qui dit que j'ai peu de chance et qu'en fait, forcément, au deuxième tour, ce sera par exemple RN Macron et donc je soutiendrai RN. Ce qui est vrai, c'est que si c'est RN Macron, je soutiendrai RN. Ça, c'est clair, c'est sûr et certain. Mais ce qui est possible aussi, c'est que ce soit moi qui suis au deuxième tour et que le RN me soutienne. Et que finalement, je siège avec les RN de manière indépendante. Et comme je l'ai dit dans mon mail d'aujourd'hui, je peux défendre des positions que le RN ne peut plus défendre parce qu'ils doivent être économiquement différents ou alors ils doivent peut-être moins défendre les Français étrangers que les Français de France. Voilà. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut faire très attention aux sondages qui sont faits qu'en France. La plupart des sondages, c'est un électorat, un échantillon de 1000 personnes un peu partout en France. Donc ce que vous voyez maintenant dans les médias français, 35% pour le RN, c'est vrai, mais c'est vrai pour la France. Pour les Français étrangers, ce n'est pas ça. Ici, en 2022, le RN a fait 3%. Moi, j'ai fait 10%. Effectivement, là, ils ne vont pas faire 3% parce qu'il y a une dynamique, il y a plein de gens qui vont voter RN parce qu'ils croient que… voilà. Mais ils ne vont pas faire 30%. Ils vont faire 5%, 10%, 15% peut-être. Ça ne veut pas dire que RN va faire plus. Ça veut dire que le camp de droite, le camp de tous ceux qui prônent une France, enfin un gouvernement français qui s'occupe plus des fonctions régaliennes, d'ordre, de sécurité, etc., a grossi. Alors après, ça peut aller au RN, ça peut aller à toi. Alors ça, c'est une bonne remarque. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une tendance qui va plus vers la droite. Monsieur Héla ne sera peut-être pas d'accord avec moi, il va dire extrême droite. Mais en tout cas, je pense que métapolitiquement, l'esprit des Français se réveille, se droitise, il va plus vers une droite plus, on va dire, ferme.
Ça, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'ils vont aller plus vers le RN ou plus vers Reconquête ou plus vers moi? Voilà. Moi, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'ils vont vers moi. Et en tout cas, pour répondre à ta question au début, il est vrai que moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir avoir, par exemple, les moyens de contacter tous les Français d'Asie. Il y a des gens qui sont ici aujourd'hui, qui sont à Hong Kong, qui m'ont découvert dans cette campagne. Donc, peu importe mon résultat, même si je fais 2% ou 0,5%, je suis content d'avoir fait cette campagne parce que j'ai pris contact. Voilà, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais en fait, c'est vrai que ça fait partie de mes objectifs. Cependant, depuis que j'ai démarré ma campagne, je suis agréablement surpris par les nombreux retours que j'ai eus, non seulement de ceux qui ont fait l'aventure Reconquête avec moi, mais plein de gens que je ne connais pas, y compris, je l'ai dit aujourd'hui dans mon mail, des gens de l'UPR qui me soutenaient avant même qu'il y ait François Asselineau candidat. Et maintenant, même avec François Asselineau candidat, ils me soutiennent parce qu'ils aiment ma démarche en dehors des partis politiques. Et en fait, nous, à l'étranger, nous sommes très différents des Français de France parce qu'en fait, nous sommes plus déconnectés. Tu as dit toi-même, tu ne regardes même pas mes propres vidéos parce qu'on n'a pas le temps. On travaille, on est à fond à l'heure. Donc, les Français de France, ils vont regarder BFM TV, CNews, etc. Nous avons un petit peu le temps. Si on est entrepreneur, si on a un peu plus maître de son calendrier, peut-être qu'on peut le faire. Mais la plupart des Français de l'étranger, ils suivent un peu la politique, ils s'identifient un peu plus à droite, mais ils ne suivent pas trop la politique. Ils ont besoin de quelque chose en dehors de la politique. Et quand ils font des réunions, ils préfèrent faire des réunions apolitiques. Et maintenant, moi, je suis dans une démarche métapolitique. Je veux qu'on puisse créer des réseaux d'entraide, qu'on puisse se retrouver entre patriotes dans une soirée vin et fromage. Voilà. Ce n'est pas le plus important d'avoir une étiquette. D'ailleurs, quand on est à l'étranger, c'est important d'avoir des réseaux. Vous savez très bien que si vous êtes dans une réunion RN ou Reconquête à l'étranger, ou même LR, on vous voit en photo avec moi, si je suis Reconquête, eh bien, on va dire « Oh là, il y a un problème, vous pouvez perdre des clients, vous pouvez perdre votre job, etc. » Par contre, moi, c'est pour ça que je ne veux plus d'étiquette aussi. Moi, je suis un patriote, mais je suis indépendant. Je fais une soirée vin et fromage, vous venez, et après, ceux qui vous critiquent parce qu'ils vous ont vu en photo, en vidéo avec moi, bon, c'est leur problème, mais ce n'est pas de la politique. Pour moi, quand on est à l'étranger, il faut savoir être patriote, mais en dehors des… Pour moi, la politique, c'est très sectaire. Voilà, donc voilà ma démarche. Donc déjà, je veux faire passer un message. Mais au-delà du message que je veux faire passer, je me rends compte qu'il y a vraiment une envie de changement du paysage politique. Après, peut-être que je n'ai pas la réalité, peut-être que je pense ça parce que j'ai eu 10 personnes qui m'ont dit ça, mais c'est juste 10 voix, mais derrière ça, il n'y a personne d'autre. Peut-être que finalement, je vais faire un score très faible. Mais je pense que tout est possible parce qu'il n'y a pas de sondage. Ne pensez pas que dans les sondages, notre circo, c'est 35%, etc. Tout est possible. Vous parliez de patriotes en règle générale. J'ai vécu 10 ans en Suisse. J'étais à Genève. En Chine? Ouais, en Suisse. En Suisse. À Genève. Genève. Le système suisse est vraiment très particulier et je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à l'avoir même en France. On a de l'extrême droite, on a de l'extrême gauche, on a de la gauche, on a de la droite, on a du centre, mais quand il y a un intérêt pour le pays, ils arrivent à trouver des consensus. En France, on n'y arrive pas. Pourquoi? C'est une bonne question. Je fais partie de la génération qui a quitté la France en 81. Parce qu'on voyait les chars de l'armée rouge arriver sur les Champs-Élysées. Ça ne s'est pas produit, tant mieux pour nous. Mais le fait est que la France a décliné à partir de ce moment-là. Donc je suis un expat depuis longtemps et je continuerai à rester. Et je ne comprends pas pourquoi le système français n'arrive pas à être au même niveau que le système suisse, qui n'est pas… Il y a eu, par exemple, une votation sur le minaret, parce que quand j'étais à l'époque, il y avait un problème sur le minaret. Il y a eu ça a été une vraie crise. Il y avait des gens de l'extrême droite mais ils ont réussi à y trouver un consensus et les choses se sont passées tranquillement. Personne n'en a entendu parler. Pourquoi en France, on ne peut pas arriver à ce genre de choses? Je vais donner mon avis personnel. J'ai des contacts en Suisse que j'ai créés, même pas dans le cadre de la campagne électorale, parce que ce n'est pas ma circonscription, mais j'ai des amis en Suisse qui suivent la politique, qui sont même candidats, et qui m'ont dit qu'en France, on n'a pas la même culture du débat en Suisse.
On aime bien s'attaquer, se critiquer pour tout et pour rien. Et ensuite, ils ont plus une culture du débat. Ils arrivent à débattre entre la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, comme vous l'appelez. Et ça se passe bien. Et en plus, ils ont une culture démocratique différente. Ils font beaucoup de référendums, par exemple. Donc, ils peuvent voter pour les minarets, etc. Donc, en fait, ils ont un mode de fonctionnement différent. Et en plus de ça, d'après ce que j'ai compris, en Suisse, normalement, aucun politicien n'est politicien à temps plein. Ils font du business, ils font de la finance. Ou alors, je vais juste finir et je vous redonne la parole, sinon on ne va pas en finir. En fait, la plupart des politiciens en Suisse, ils n'ont pas un salaire très élevé. Ou alors, il faut autre chose. Donc, en fait, ça fait qu'en fait, en France, beaucoup d'hommes politiques vont chercher une carrière et ils vont finalement se consacrer à leur carrière personnelle, à leur élection, plutôt qu'à la France. En Suisse, c'est différent. J'ai l'impression qu'il y a plus de consensus, il y a plus d'intérêt pour la Suisse en général. Et en plus de ça, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une nation suisse? Voilà, parce qu'en fait, en France, on a une identité française. En Suisse, il y a les Suisses francophones, il y a les Suisses germanophones, il y a les Italiens, etc. Et ils ont un petit peu… C'est pas comme en France. Donc, pour toutes ces raisons, voilà, le système est différent. Mais par contre, vous avez raison, je pense, dans le sens où il faut faire participer plus de la démocratie. Alors, vous trompiez sur un sujet, puisque j'ai un ami à moi qui est ancien député, Suisse. qui a été élu. En Suisse, oui. En Suisse, qui a été élu au canton de Genève. Il a été élu pendant plusieurs années. Maintenant, il a quitté la politique. Mais ce qu'il n'y a pas en Suisse, à l'inverse de la France, c'est en France, quand vous avez été député, après ça, même il a décidé qu'il y a vous êtes viré, vous avez encore un salaire à vitam aeternam. En Suisse, c'est pas comme ça. En Suisse, ça fait partie de mon argumentation. C'est-à-dire qu'en Suisse, il est moins probable qu'on fasse de la politique professionnellement. On le fait souvent par conviction, par volonté d'engagement. Il y a des politiciens. Mon ami, en tous les cas, lui, il l'a fait par, je veux dire, en majorité pour la raison professionnelle, parce que c'était ça, ou de toute façon, il n'avait pas grand-chose à foutre d'autre. Donc, il fallait qu'il se trouve un boulot. Mais, il est arrivé à la retraite, et il est parti. Si je peux revenir sur le sujet. Quel que soit le résultat du premier tour entre toi et puis les représentants des autres partis de droite, qu'est-ce qui se passe au deuxième tour? Tu arrives en deuxième, troisième? Ma position au deuxième tour, qui je soutiens? Mais ça c'est très clair. Tout candidat de droite, je le soutiens, que ce soit Reconquête ou RN ou même Asselineau, si on a une surprise, même s'il ne se considère pas de droite. Mais tout candidat qui ne soit pas macroniste ou gauche, je soutiens. Maintenant, dans le cas malheureux et malheureusement probable où on a encore, comme en 2022, gauche contre macroniste, la logique voudrait que soit je m'abstienne, soit je soutienne la députée actuelle Anne Genté. Moi, en 2022, j'ai voté blanc. Voilà, parce que tout le monde m'avait demandé qu'est-ce que tu fais, voilà. Je sais que dans le camp patriote, c'est divisé. Majoritairement, je pense qu'il serait pour voter Macron, ou en tout cas voter blanc. Enfin, je ne dirais pas malheureusement, mais c'est ce que j'observe. Voilà. Je sais que certains sont prêts à voter même à gauche. Vous savez, il y a une théorie qui veut que soit on règle le problème, on fait venir la droite au pouvoir, soit on accélère le problème, c'est-à-dire on accélère l'augmentation de la décadence, de l'insécurité en France pour qu'enfin les bobos ouvrent les yeux et découvrent qu'il y a un problème. Je ne dis pas ça, je dis pas que je soutiens cela, mais en fait il y a les deux théories. Après, je pense que ce qu'il y a de plus en plus marquant, c'est qu'il y a une haine du macronisme. Moi, j'entends de plus en plus des gens qui me disent tout sauf Macron. Il y en a la plupart de mes amis vont dire tout sauf la gauche, parce qu'ils ne veulent pas trop d'impôts. Surtout, si vous avez vu le programme de la gauche, c'est vraiment grave. Hein. Ils veulent la porte ouverte à toute l'immigration, le budget triplé, quadruplé. En fait, c'est la folie, le programme de gauche. Voilà. Mais donc, la logique, il me semble, maintenant, je vous dis, je réfléchis en direct, pour moi, je dirais tout sauf la gauche. Mais j'ai des amis qui vont dire tout sauf Macron parce qu'ils en ont marre en même temps, ils en ont marre de ce qui est ni de gauche ni de droite qui ne bouge pas. Ils en ont marre de tous ces gens qui n'ont pas de conviction. Et peut-être même ils en ont marre un petit peu de tous ces gens qui ne pensent qu'à leur poste
qu'ils voient un petit peu le macronisme comme des gens, des mondanités qui veulent juste être élus et qui n'ont pas de conviction. Certains patriotes de droite vont plus respecter des gens comme Mélenchon que Macron parce qu'ils disent lui au moins je ne suis pas d'accord avec lui, c'est mon ennemi juré mais il a des convictions. Alors que Macron c'est vraiment le pire des opportunistes, le pire des soumis à l'Union européenne et à l'OTAN, etc., etc. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est juste ce que j'observe. Moi je dis, je ne sais pas, à mon avis je serais plutôt, je préfère avoir Anne Jeantet réélu que pire qu'avoir Mélenchon Premier ministre. Mais de toute façon je pense que je serai au deuxième tour. Je ne veux pas préempter les questions. Oui, n'hésitez pas, on va essayer de ne pas, si vous avez diversifié la parole. C'est ce que tu avais dit tout à l'heure avant qu'on commence la réunion sur le fait que ta candidature elle est enracinée par opposition aux candidatures le défaut à la française, même en France métropolitaine, des partis qui mettent des candidats qui viennent de nulle part, qui recasent ailleurs, et qui se retrouvent en Corrèze, etc., et qui ne sont pas enracinés. Moi, ce que j'apprécie, ce que j'aime dans ta démarche, c'est l'enracinement. Tout à fait, et en fait c'est tout à fait le message que je veux faire passer. C'est-à-dire que moi j'aimerais bien qu'on fasse un test, si on était dans un monde parallèle, on interdit les partis politiques. C'est-à-dire on fait une élection et on n'a pas le droit de vous étiqueter. Et là vous n'avez plus le droit de dire lui les RN, Reconquête, vous pouvez voter pour soit Marc Guyon, soit Pierre Brochet, soit Anne-France Larquemin, soit Anne Jeantet. Et en fait c'est à vous de faire votre propre recherche et de voir qui fait quoi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a travaillé? Est-ce que c'est quelqu'un qui est à la retraite? Est-ce que c'est quelqu'un qui a créé des associations? Est-ce que c'est quelqu'un qui aide les entrepreneurs? Est-ce que c'est quelqu'un qui est actif dans les réseaux sociaux? Quelles sont les idées? Et donc, il n'y a pas d'étiquette, vous êtes obligé de faire vos recherches par vous-même. Moi, je suis sûr et certain, si on avait fait une primaire dans notre circonscription, Asie, Océanie, etc., pour qui devait être le candidat de l'Union de droite, j'aurais gagné, à coup sûr. Mais il n'y a pas ça. Du coup, comme il n'y a pas de primaire, chaque parti met son candidat. Mais si je devais réformer le système, je ne vais pas interdire les étiquettes, on peut mettre des étiquettes, mais il faudrait que dans la 11e circo, il y ait un candidat de la droite, il y a une primaire de la droite. Et là, par contre, si M. Dupont me bat, eh ben là, je ne me présente pas. Et là, je fais l'union des droites. Mais l'union des droites, il faut qu'elle soit légitime. Donc, en fait, il y a deux choses. Il y a l'union et deuxièmement, il y a la légitimité. Donc, maintenant, il n'y a pas d'union. Il y a une alliance RN-LR et encore une partie des LR parce que l'autre partie n'est pas assez autiste, comme dit monsieur. Et il n'y a pas de légitimité. À mon avis, peut-être que je me trompe, si les électeurs disent que l'autre est légitime, pourquoi pas? Mais moi, je ne me soumets qu'au vote démocratique. Je ne me soumets pas à des gens, je ne me soumets pas à la décision de gens dans des bureaux parisiens. Donc pour te répondre, pour moi, l'implantation locale est très importante. Le meilleur exemple, c'est par exemple Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, il est très implanté dans sa circo. Tout le monde le connaît. Bon, ok, tout le monde le connaît dans toute la France aussi, mais dans sa circo, peu importe s'il est debout la France ou RN ou LR, il va toujours gagner parce que tout le monde le connaît, il fait du bon travail, etc. Et je dirais même Marine Le Pen, tout le monde la connaît, etc. Ça, c'était des gens pour qui l'étiquette n'a plus d'importance. Mais en fait, je pense qu'ici, dans notre circo, il faudrait quelqu'un qui soit sur le terrain, que les gens connaissent sans étiquette. Pour moi, c'est ça qui est vraiment important, l'implantation, le terrain. Et j'ajoute à cela qu'il y a un danger avec l'étiquette, c'est-à-dire que si on met quelqu'un que personne ne connaît, mais qui a réussi pour X raison à avoir une étiquette et qui est élu grâce à cette étiquette, que ce soit macroniste ou autre, eh ben, le danger, c'est qu'il soit plus loyal à l'étiquette qu'aux compatriotes à sa circonscription. Donc Anne Jeantet, qui est notre députée, que je respecte tout à fait, elle fait son job, mais en fait, à un moment, elle aurait pu voter contre le maintien de la CSG-CRDS, que vous avez des impôts que vous avez sur vos revenus immobiliers, etc. en France. Ça a été retoqué maintenant en Europe, non, vous ne les avez plus en Europe, mais en dehors de l'Union européenne, ici en Asie, vous payez toujours ça. Elle aurait pu se dresser contre ça, mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que c'est sa majorité, son gouvernement macroniste qui lui a dit ben non, écoutez, ça c'est le projet du gouvernement, toi tu es député de la majorité présidentielle, tu votes pour. Et donc en fait, elle avait un dilemme. Est-ce qu'elle défend son gouvernement ou est-ce qu'elle défend les Français de Singapour, de Hong Kong, etc. Elle a défendu son gouvernement. Pourquoi elle a défendu son gouvernement? Parce qu'elle est députée que pour une raison, parce qu'elle avait l'étiquette. Elle n'est pas députée parce que les Français elle n'est pas députée parce que les Français de Singapour ou de Hong Kong la connaissent. Elle est députée parce qu'il y avait la photo de Macron à côté de sa photo. Voilà. Donc elle doit tout à la Macronie. C'est pour ça qu'elle se soumet au choix de la majorité présidentielle et donc elle délaisse les intérêts de ceux qui l'ont élue.
Et donc, ce qui s'est passé avec le macronisme, ça peut se passer avec soit la gauche, soit la droite, le RN. Moi, je ne les appelle pas extrêmes, mais bon, voilà. Mais vous feriez pareil, non? Mais non, puisque je ne suis soumis à personne, je suis indépendant. Je n'ai pas de parti. Donc, personne ne me donne des ordres. Et je le dis dans ma profession de foi, je siégerai avec le RN, je voterai avec le RN 90% des lois. Vous dites qu'il faut faire ceci, cela pour limiter l'immigration. Oui, oui. Donc, si Mais vous vous dites… passez une loi, donc je résume, hein, je vous coupe, mais juste pour faire ça. S'il passe une loi qui ne vous plaît pas, vous n'allez pas y voter. Exactement. D'accord. Voilà, c'est très bien résumé. Et pourquoi je ne vais pas le voter? Parce que je ne suis soumis à personne. Ah, si, je suis soumis à un électorat qui est ceux de ma circonscription. Je défends les Français d'un circo. Et après, voilà, imaginez je suis élu en 2024, il y a de nouvelles législatives en 2029 s'il n'y a pas de dissolution. Et après, c'est à vous de me dire, ah ben, Marc Guyon, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ben, il a fait le con, ah, ben, on le dégage. Il a fait du bon travail, il nous a défendu contre la proposition soit de la gauche, soit de Macron, soit de RN de faire un impôt universel, par exemple. Vous savez que c'est sur la table, il y en a qui veulent que les Français payent des impôts comme les Américains, sur la nationalité. Moi, je suis contre. Mais si un jour, que ce soit la gauche ou le RN, ou etc., le propose, et que le député de notre circo est de gauche ou RN, est-ce que vous croyez qu'il va vous défendre? À mon avis, il est possible qu'il ne dise rien. Il peut trouver une excuse. Il va voter la loi, il va voter l'impôt, et après, il va être là comme ça devant vous, et vous allez lui dire pourquoi vous avez voté ça. Il va vous dire, bah, écoutez, j'ai fait le maximum pour vous défendre. Vous savez, le taux il devait être de 10%, mais grâce à moi, il est descendu à 8%. Voilà. Quelque chose comme ça, c'est très politique. Mais c'est ça qui va se passer. Il ne va jamais dire à son parti, ah bien, allez vous faire voir, je ne veux pas de cet impôt, je défends les Français de ma circo. C'est impossible, parce qu'il est soumis à son parti, ce que moi je ne serai pas. Enfin, moi j'ai une question à te poser, peut-être aux gens qui sont dans la salle aussi. Je pense qu'on est tous conscients qu'il y a une possibilité, même si elle est mince, d'avoir un gouvernement conservateur, pas extrémiste, je ne suis pas extrémiste, mais conservateur au second tour. C'est un petit peu ça l'objectif final. Donc, ma question, c'est quelle est la meilleure manière de voter pour arriver à cet objectif final au premier tour et au deuxième tour? Parce qu'au premier tour, on envoie quand même un signal collectivement. Est-ce qu'on envoie le signal de on vote massivement pour le RN dès le premier tour? Juste pour info, je suis Reconquête. Je suis un grand fan de jeux de mots. Moi aussi. Mais je me pose la question de voter RN en disant je participe à envoyer ce signal de voilà, on soutient massivement le RN, ou est-ce que je vote au premier tour Reconquête pourquoi? Parce que je ne suis pas un fan du RN, hein, vraiment. Et vote utile ou vote de conviction? Voilà, et je ne sais pas en fait quelle est la meilleure approche pour essayer d'atteindre cet objectif final qui est d'avoir un gouvernement conservateur. Ok, alors mon avis… Justement, alors je vais faire une parenthèse parce que j'ai une question que je voulais garder pour… Est-ce qu'on peut la faire juste après cette… Non, Ok, parce que d'accord. cette question, elle vient exactement avec… Ok. Allez-y. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, est-ce que c'est pas… C'est une question que je pose à tout le monde. Est-ce que c'est pas l'impression que M. Macron a décidé cette dissolution pour mettre devant le fait accompli tous les Français entre le choix, moi ou le chaos? Ok. Alors, déjà, pour votre question, c'est la plus simple, je dirais oui, parce qu'il a fait exprès. Et non seulement il a fait cette dissolution, mais il a choisi le délai le plus court. Si entre 20 et 40 jours, il a choisi 20 jours. Donc, il a créé lui-même le chaos. Je pense qu'il est machiavélique. Donc, c'est fait exprès. Donc, il n'a pas donné le temps à la droite, justement, de s'unir. Si on avait eu 10 jours, 20 jours de plus, peut-être qu'on aurait pu arriver à quelque chose. Maintenant, comment arriver à un gouvernement conservateur? Pas d'extrême droite, mais on va dire de droite, conservateur. Je pense qu'il y a quelque chose de très important que beaucoup de Français oublient, c'est que ce n'est pas l'élection présidentielle. Et ce n'est pas non plus l'élection européenne. Pourquoi? C'est-à-dire que l'élection présidentielle et européenne, chaque voix de Hong Kong compte autant qu'une voix de Marseille ou de Paris, parce que toutes les voix s'additionnent. Là, c'est une élection certes nationale, mais par circonscription. Donc, en France, moi je dis votez
RN, votez LR soutenu par RN, ou dans les circonscriptions ingagnables. Parce que vous savez très bien qu'il y a des circonscriptions voilà, dans le 9-3. Dans le 9-3, la droite ne va pas gagner. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Prince, que je salue, s'il voit cette vidéo. Vous savez qui est Prince? Prince Germain Loubedo, c'est un grand black, baraqué, tout ça, de Reconquête. C'est un ami, lui, il n'a pas rejoint Marion Maréchal, d'ailleurs, il est resté avec Reconquête, fidèle à Éric Zemmour. Et moi, je dis, ceux qui sont dans le 9-3, votez pour Reconquête. Pourquoi voter pour Reconquête? Parce que le RN n'a aucune chance, Reconquête n'a aucune chance. Votez pour Prince, pour Reconquête, pour donner 1,50 € par voix à Reconquête. Donc, d'ailleurs, c'est ce que dit Zemmour aussi. Zemmour dit, je présente 330 candidats pour faire passer un message, la droite de la vérité, etc. Et après, il le dit plus ou moins explicitement, ben ça c'est plus pour ceux qui sont au courant de la politique, c'est pour les financements publics et c'est pour le temps de parole. Voilà, donc lui il y a 330 circos qui sont, où il ne va pas gêner la droite, peut-être que ce n'est pas 330 circos, c'est peut-être 100 circos, 150, bon, il booste un petit peu, mais à mon avis, en France, il y a au moins 100, 150 circonscriptions qui sont ingagnables. Alors là où c'est ingagnable, votez Reconquête. D'ailleurs, moi je suis plutôt Reconquête, je soutiens toujours les idées d'Éric Zemmour. Je ne veux pas que Éric Zemmour devienne Asselineau. Je veux qu'il continue à aller sur CNews. Et d'ailleurs, plus Zemmour va sur CNews, plus ça va aider le RN. Parce qu'en fait, il dédiabolise un petit peu le RN. Donc pour moi, c'est très important que Zemmour continue à avoir sa parole. Et pourquoi dans notre circo, on a Reconquête, on a RN, on a Debout la France, on a Asselineau? C'est parce que, je ne suis pas d'accord avec ça, mais tous les partis de droite considèrent que notre circo en Asie, elle est ingagnable. Ça, c'est les analystes politiques qui disent ça. Moi, je pense que tout est possible. Mais voilà, si elle était gagnable, il n'y aurait pas eu de candidat à Reconquête, parce que Zemmour, il a bien dit que si ça gênait le RN, il n'aurait pas présenté. Il n'y aurait pas eu Debout la France. Debout la France, d'ailleurs, est plutôt proche de Marion Maréchal. Donc, si Nicolas Dupont-Aignan savait que la circo était gagnable, il n'aurait pas présenté de candidat. Là, il a eu un accord avec même, je ne sais pas, Marion Maréchal, le RN. Ils se sont dit, bah, écoutez, ça ne vous dérange pas que je mette un candidat dans votre 11e circo des Français étrangers, elle est ingagnable. Et ils ont dit, bon, on s'en fout, vas-y, mets ton candidat, fais 1% et tu gagnes des sous. Voilà, c'est ça ce qui s'est passé. Moi, je pense que les partis nationaux se trompent et qu'on peut avoir une bonne surprise parce que les Français et l'étranger réfléchissent, ils ont des gens qui sont sur le terrain et donc on peut avoir une bonne surprise, c'est que ma candidature arrive au deuxième tour. Je ne dis pas que c'est très probable. Il y a peut-être 20% de chances que ça arrive, je ne sais pas. Mais c'est possible. Voilà. Mais pour répondre à ta question, comment arriver à un gouvernement de droite? C'est-à-dire dans tous les circos où le RN peut gagner, votez RN. Ou alors LR soutenu par RN, LR Ciotti. Dans tous les circos où c'est ingagnable, votez Reconquête. Ou alors quelqu'un de local, ça existe aussi. Hein, moi, je pense que c'est mon Asie, mais ça peut arriver au fin fond des Bouches-du-Rhône, je ne sais pas, il y a des gens qui sont locaux et qui peuvent être élus sans étiquette. Et donc, dans notre circo, là où c'est ingagnable, votez soit Reconquête, soit moi. Parce que de toute façon, la RN ne sera pas au deuxième tour. Donc, si vous voulez soutenir Reconquête parce que vous voulez donner de l'argent à Reconquête, allez-y, moi, j'ai aucun problème. La candidate de Reconquête, c'est ma suppléante en 2022, elle est très bien, je l'ai choisie parce que je la connais, c'est une dame de qualité. Voilà, bon, maintenant, elle est rentrée en France, elle habite à Nice, je ne trouve pas qu'elle est légitime, mais en fait, voilà, si vous voulez voter, toi, tu m'as dit que tu es Reconquête, tu veux donner 1,50 € par an à Reconquête, vote pour Reconquête, vote pour Anne-France, qui est mon amie. Voilà. On peut peut-être dissocier les deux, de faire un don à Reconquête. Voilà, tu peux faire les deux aussi, voilà. Voilà, moi je ne suis pas en train de te dire vote Reconquête, vas-y quoi. Mais après, par contre, moi je pense qu'il y a vraiment un vote utile pour une candidature de terrain. Donc voilà, c'est ce que je propose. Une question de détail, mais c'était pas possible que tu sois le suppléant de cette dame dont tu parles. C'était pas possible. La question ne s'est pas posée parce qu'ils ne me l'ont pas proposé. Mais s'ils me l'avaient proposé, j'aurais dit non. Pourquoi? Parce que si on part du principe que je n'ai pas de message à faire passer, bon, aucun problème. Je veux bien être le suppléant d'elle, son suppléant. Pourquoi faire? Pour donner plus d'argent à Reconquête. Pourquoi pas? Il vaut mieux que Reconquête fasse 6% plutôt que 2%. À mon avis, elle va faire 2%, 3%. Je ne sais pas, je ne veux pas non plus, voilà, je veux pas lui porter la poisse. Elle va faire quand même un score, je lui souhaite le plus haut possible. Mais en fait, si l'unique intérêt c'est financier, j'aurais été son suppléant, pas de problème. J'aurais dit, de toute façon, le RN ne va pas gagner, moi je veux aider Reconquête. Mais, comme je l'ai dit, j'ai un message à faire passer. Je veux voir quel est le score que je vais faire. Et non seulement j'ai un message à faire passer, mais j'ai beaucoup de soutien. J'ai des personnes de notre circonscription qui m'ont financé pour cette campagne, mais qui me financent aussi indirectement via mes réseaux métapolitiques, qui me disent « Marc, j'aime bien ton travail. Par exemple, j'aime bien les interviews que tu fais, même de l'UPR à Soulineau. J'aime bien les interviews que tu fais sur les entrepreneurs, sur la culture. » Non, en fait, ils aiment bien mon travail, même si ce n'est pas politique, c'est métapolitique. Mais en fait, il me dit, Marc, continue ton combat. Quand tu as une élection, tu y vas. Si je n'y vais pas,
je trahis un peu leur confiance parce qu'ils me disent d'y aller, ils me financent pour que je continue mon combat. Donc en fait, la décision, elle ne m'appartient même pas. J'ai fait un entretien avec Asselineau, François Asselineau, pendant une demi-heure. Ah, je ne lui ai pas répondu pendant mon entretien. Je lui ai dit, je dois d'abord en voir avec mon équipe. J'ai consulté mon équipe, mes soutiens, que ce soit financier ou autre, il n'y a pas que l'argent. Hein, j'ai des soutiens qui me font confiance pour mon combat. Et ils m'ont dit, mais non, Marc, bon, il est bien sympa, Asselineau, mais ça ne marche pas. Il faut que tu te présentes parce que tu as un message à faire passer. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me présente quand même, parce qu'il est important que ce message passe. Après, on verra pour la prochaine fois. Peut-être si maintenant je fais 0,01%, ben, peut-être je dis, bon, c'est bon, j'arrête, ça ne sert à rien. Mais si maintenant je fais 5%, je dis, waouh, très bien. Si je fais 30%, je suis au deuxième tour, voilà. Mais en fait, ce que je déteste, c'est abandonner avant d'aller au combat. Moi, pour revenir un petit peu sur un côté un peu plus personnel, je suis un contrôleur de gestion, j'ai fait un master en finance. J'avais un job assez bien, hein, j'étais bien, j'avais pas de problème. J'ai abandonné mon job pour me consacrer à ma passion, les arts martiaux. Il y a des gens qui me disaient que j'étais fou, je venais d'avoir un gosse, j'avais besoin d'un salaire fixe. Moi, j'y suis allé quand même. Bon, en sachant que j'ai une sécurité, si ça ne marche pas, je retrouve un job facilement, j'ai du réseau, j'ai un bon profil. Mais en fait, j'étais obligé d'essayer parce que toute ma vie, je serais arrivé en fin de carrière, je serais devenu DAF, parce que j'étais contrôleur de gestion, on va dire c'est l'évolution logique. J'aurais été DAF d'une entreprise du CAC 40 ou quoi. Voilà, toute ma vie, j'aurais peut-être regretté de me dire quand j'avais 30 ans, si j'avais créé ma propre boîte et consacré aux arts martiaux, qu'est-ce qui se serait passé? Je ne veux pas ce regret. Donc là, c'est pareil dans la politique. Là, j'y vais, je suis obligé, parce que non seulement moi j'y crois, mais parce que j'ai beaucoup de soutiens qui y croient. Après, voilà, si la semaine prochaine, là on est lundi, allez, dans une semaine, on voit que je fais 0,1%, ben voilà, je vais me dire, c'est bon, j'en ai marre de la politique, ça ne sert à rien, les Français sont tous des veaux. Mais je pense que ça ne va pas passer, ça va pas arriver, parce que vu les messages que j'ai reçus et les nombreux soutiens, je pense qu'on va avoir des bonnes surprises. En fait, on a un feedback de mon entourage, qui est peut-être un peu biaisé, mais parmi les candidats de droite qui sont basés en Asie, et donc crédibles par leurs activités passées, en fait, il n'y a pas d'autres candidats. Enfin, je ne sais pas. Oui, sur le terrain, c'est sûr. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas photo. La macroniste, elle est locale. La locale. Oui, elle habite à Singapour. Elle habite ici. Oui, depuis longtemps. Hein. Elle est locale dans le sens où elle est pas parachutée de France. Moi, c'est la question vrai, que voilà. je voulais poser, parce qu'on parle d'enracinement. Moi, je ne vous connais pas plus que ça. Pourquoi vous êtes plus enraciné que la locale? Enfin, votre que elle, vie, votre œuvre, la macroniste. Non, voilà, j'aimerais en savoir plus sur. D'accord. Ben, je vais vous dire, déjà, elle est plus ou moins enracinée parce qu'elle habite à Singapour, donc elle est légitime. Je ne dis pas qu'elle n'est pas légitime. Hein. D'ailleurs, avant même d'être élue, elle était, je crois, dans des associations caritatives pour aider les helpers, les nounous à Singapour. Donc, légitime. Après, moi, ce que je vais critiquer, c'est qu'elle a plutôt un profil associatif, un petit peu comme les accueils, voilà, donc les femmes d'expat qui s'occupent pour faire de l'aide humanitaire. Donc, c'est un petit peu… je vais demander surtout vous. Facile, voilà. Votre vie, Moi, ma vision, c'est que, écoutez, moi, je suis déjà un Français de Hong Kong comme les autres. Je suis arrivé, j'ai travaillé dans la finance quelques années, donc je suis quelqu'un de normal. Je ne suis pas baigné dans la politique comme la plupart des jeunes aujourd'hui, comme Jordan Bardella qui est très bien. Moi, je suis né à Marseille. On peut refaire tout l'historique rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, mais oui, c'est intéressant. D'ailleurs, une des questions, j'ai répondu, c'est qui m'a posé la question? Je crois que c'est le petit journal. Quelle est ma légitimité? Quel est mon lien avec la circonscription? Mon lien avec la circonscription, c'est que déjà, mes deux parents sont nés au Vietnam, ma mère d'origine chinoise, mon père franco-vietnamien. Je suis né à Marseille, mais bon, maintenant, j'habite à Hong Kong depuis 12 ans. Je n'habite pas depuis 6 mois, j'habite depuis 12 ans. En plus de ça, je suis marié à une Hongkongaise. J'ai 2 enfants, 2 garçons qui ont 8 ans et 6 ans, qui s'appellent François et Louis. Ce n'est pas Zemmour qui m'a dit de les appeler comme ça, c'est moi qui ai choisi. Hein. Donc, je suis bien enraciné dans ma circonscription. Donc, je suis légitime au niveau personnel. Et maintenant, au niveau personnel, professionnel, moi, j'ai travaillé dans la circonscription, j'ai travaillé pour une boîte française. J'ai contribué au rayonnement d'une boîte française en Asie. Pour moi, c'est important de travailler pour une boîte française, même s'il n'y a pas d'obligation. Donc, ça me touche. Voilà. Et en plus de ça, j'ai été président du UFE à Hong Kong et administrateur de l'UFE Monde. Donc en fait, je connais bien la vie associative. En dehors de la politique, ça fait longtemps que je fais soirée Beaujolais nouveau, soirée crêpes, soirée vin et fromage, tout simplement parce que j'aime être au contact de la communauté française. Donc je crée des liens en dehors de la politique.
On n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour se bouer la gueule et pour bien manger, ou alors pour faire des réseaux, pour aider les gens à trouver un job, etc. Tout naturellement, il y a des Français qui me contactent depuis des années, par divers, même sur Facebook, message perso, il me dit ouais salut, je cherche un job, je cherche un stage, voilà bon. Au début, j'étais content de répondre. Maintenant, je trouve que ça me prend encore plus de temps, mais je continue à le faire parce que je trouve que ça me plaît, ça me vient naturellement. Après, maintenant, ce que je critique souvent, c'est qu'il ne faut pas que ça se résume à ça. Parce que si ça se résume à ça, la politique, c'est être une assistante sociale. Moi, je pense qu'il faut du terrain et de la politique. Donc, il y a, d'ailleurs, moi-même, j'en ai fait partie. J'étais candidat au conseil. À l'élection des conseillers des Français de l'étranger en 2021, j'ai dit je suis apolitique, je fais que du terrain, j'aide les gens à faire des soirées, trouver un job, etc., donner des infos et tout. Mais maintenant, je trouve que c'est insuffisant. Ceux qui doivent faire ça, ce n'est pas les conseillers des Français étrangers, ce n'est pas les politiques, c'est les associations. C'est l'UFE, les accueils, les diverses associations. Ici à Singapour, c'est Anna Barraud, non? Maintenant, c'est quelqu'un d'autre. Virginie Bar, je crois. Elle vient depuis quand? Ça fait peut-être pas longtemps, mais voilà. Mais je connais Anna Barraud qui est une dame très bien depuis des années. Ouais. Et voilà. Et après, et d'ailleurs, l'UFE à Singapour, d'après ce que j'ai compris, c'est très apolitique. Mais voilà, moi, j'ai été élu aussi à Hong Kong et je le reconnais en grande partie grâce à l'UFE. Parce que beaucoup de gens me connaissent, parce qu'ils ont voté pour moi, parce qu'ils aiment bien mes soirées vin et fromage. Ouais, c'est un petit peu. Je ne sais pas si c'est légitime, mais bon, voilà. Il y a de ça aussi. Et finalement, quoi qu'on en dise, la plupart des associations sont un petit peu politisées, même certaines chambres de commerce. Partout où il y a du réseau, il y a un petit peu de politique. D'ailleurs, le candidat du RN, il est devenu président du FE en Malaisie, même s'il n'a pas fait grand-chose, mais c'est toujours bien d'être président de quelque chose. Rotary Club, parfois il y a des Rotary Club qui sont associés, qui sont un peu politisés. Partout où il y a plus de 3 personnes qui sont ensemble, c'est un peu politique. C'est normal. On veut se faire du réseau. Ou alors c'est le business, voilà. Il y a une soirée de Français, il y a une association qui a 100, 500 Français, tout le monde a un intérêt à y aller. Soit vous faites de la politique, vous rencontrez des Français, soit vous vendez des assurances aux expats, vous voulez rencontrer des clients, soit vous vendez des appartements en France, vous voulez trouver des clients, voilà. Ou alors effectivement vous venez d'arriver, vous n'avez pas d'amis, vous voulez faire des amis, bon ok, voilà. Mais en général, les gens qui sont dans des structures pendant longtemps, ils ont un intérêt. Ils veulent vendre quelque chose ou ils veulent rencontrer des Français, je l'assume. Hein. Moi, je vais aux événements des associations, entre autres pour le business, etc., mais pour rencontrer des électeurs. Et les gens qui veulent vendre des assurances, santé, ils vont aux événements des associations, et c'est normal. Chacun, il trouve son intérêt. Celui qui est célibataire, il va chercher sa copine. Il va à toutes les réunions des Français. Qui ça? Un ami qui était encore, Nicolas Deloisy. Ah, je connais, oui. Vous connaissez? Oui, bien sûr. Nicolas, il va à toutes les réunions partout. Parce que lui, il doit Okay, ouais. récupérer des cartes de visite. Mais je ne l'ai pas vu depuis longtemps, lui. Mais oui, salut Nicolas, si tu nous vois. Il est toujours, hein. Oui, je sais. Il est toujours. Parce que j'ai eu il y a quelque temps Pascal Martin, qui est maintenant en Thaïlande, et qui connaît bien Nicolas. Et qui m'en a parlé, et il m'a dit qu'il est toujours en Hong Kong. Ben, salutations à vos amis à Hong Kong et en Thaïlande. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? Parce que depuis tout à l'heure, on a peu de personnes. Je répondais à sa question parce que vous avez demandé quelle était votre légitimité et si vous étiez le seul. Et j'ai dit non, puisqu'il y a Anne qui est locale. Ouais, elle a sa forme de légitimité, je ne le dis pas le contraire. Et... Après ça, on a. C'est pour ça que je vous disais que vous étiez plus agressif et spammeur, parce que vous avez des tas de gens qui ont envoyé des spams toute la semaine, qui vont même pas mettre un pied en Asie. Mais ils espèrent être élus. Ça, non, mais là, je suis d'accord avec vous, c'est pas légitime, mais bon. Ça manque. Vous savez, là, en 2022, et c'est ce que je regrette et je veux que la politique change, la candidate NUPES, la gauche à l'époque, elle habitait même pas en Asie, elle n'est pas venue en Asie pour faire une seule réunion. Et elle a quand même réussi à être au deuxième tour. Pourquoi? Parce que tout le monde a voté pour la candidate de la gauche. Et moi, je milite pour que le monde politique change, pour que les gens commencent à regarder autre chose que l'étiquette. C'est pourquoi je suis quand même candidat, parce que je veux faire passer ce message. Après, je ne sais pas quel écho il aura, 1%, 10%, 30%, on verra. Mais mon combat, c'est ça. Et je le fais avec plaisir parce que c'est, voilà, je sais pas, la politique, ce n'est pas mon métier, voilà, j'ai autre chose à faire de ma vie. Peu importe le résultat, je serai content d'avoir mené le combat. Voilà. Mais je veux mener ce combat, parce qu'il y a un message à faire passer.
c'est idéologique. Et mon combat, d'ailleurs, je l'ai dit dans d'autres vidéos, il dépasse même la politique française. Moi, je m'exprime tous les jours sur divers sujets. Par exemple, voilà, tu as dit tout à l'heure que tu avais 4 enfants. Ben, je dis, ben, c'est très bien. Moi, par exemple, je fais souvent des messages dans les réseaux sociaux. Je dis, faites des enfants. C'est bien. Est-ce que ça, c'est de droite? Est-ce que c'est extrême droite? Je ne sais pas. C'est même pas français. Moi, je dis aux Hongkongais, aux femmes coréennes, japonaises, etc., qu'il faut faire des enfants. Ah, bonjour, salut, ça va? Et donc, pour moi, ça dépasse même la France. C'est métapolitique. Enfin, il y en a qui me disent que je suis un petit peu influenceur, youtubeur, etc., que je fais juste moi. Mais un petit peu, pourquoi pas? Moi, je veux changer les mentalités, je veux que le monde devienne meilleur. Je ne veux pas devenir un gourou, etc. Mais L'idéal, ça serait d'arriver au système, pour moi, à mes yeux, suisse. d'arriver au système suisse. Voilà, j'ai deviné. Parce que c'est un système que j'admire, honnêtement, j'admire la Suisse, et j'admire la capacité des politiciens à arriver à un consensus pour le bien-être du pays. Ah, bah, on est bien d'accord. Alors je ne dis pas que je suis d'accord avec tout. Hein. Voilà. Après, s'il y en a qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Parce que, ben, après, s'il n'y a personne qui veut poser des questions, vous avez la parole. Je ne suis pas d'accord avec toutes les décisions qu'ils prennent. C'est la façon dont elles sont prises. Et c'est le but final. La différence, c'est pas seulement une question de système, c'est une question de culture. Bien que le Valais et d'autres parties de la Suisse soient séparés de montagnes et se sentent différents, ils sont tous fiers de leur identité suisse. Et ma sœur, qui est maintenant suisse, est plus fière d'ailleurs de son passeport suisse que son passeport français. Et pourquoi et je pense que cette fierté nationale contribue dans une grande mesure au fait que les partis arrivent à se mettre d'accord et qu'ils y arrivent plus vite qu'en France. Parce qu'en France, des fois, c'est quasiment impopulaire de défendre la France. Oui. C'est ça le drame. C'est d'extrême droite. C'est vrai. Et Il y en a entre qui sont- parenthèses, il y en a qui sont mon faits. fils a le passeport suisse. Comment? Pardon? Parce qu'on est séparés avec sa mère depuis longtemps. Dernière question, tu as dit? Il est resté à Ils sont Lausanne. fâchés, le drapeau. Voilà. Il est quelle heure là? Il a pris le Bientôt. passeport suisse. 20h07. 20h07. Il Ah. en est fier. Bon, on a encore 20 minutes. Ou plus tard, on peut s'arrêter plus tôt. C'est plutôt la- Si vous avez faim, après on va manger pour ceux qui veulent. L'identité suisse, ils ont maintenu, ils maintiennent un service national. Et je pense que ça c'est une des choses qui participe Oui. au maintien de l'identité. Moi, j'aurais bien aimé faire le service national. Alors moi, de mon point de vue de professionnel, sachez que dans l'armée, c'est un truc qu'on était vraiment contre. Ah ouais? Armée pour armée, vaut mieux être avec des professionnels. Moi, j'avais choisi ce métier pour servir avec des professionnels, pas pour apprendre à des cassos à faire du repassage. Ah. Non, mais après, je pense que ça dépend des. Voilà. Boris Genevois, J'ai fait- on comprend la Ah, dimension. voilà. Après, il y a plusieurs armes, il y a plusieurs services. En voilà. 2024, c'est pas possible. La jeunesse française n'est plus la même. J'ai eu Et on ne fait choisit pas ce métier pour. mon service C'est vrai. national parce qu'on est obligé. Et je Bah, c'est regrette ça. la décision de Sarkozy pour qui j'avais voté d'ailleurs. Bah, très bien. Moi aussi. Mais je n'aurais pas voté une deuxième fois pour lui, hein, honnêtement. Mais il a été candidat 2 fois. Vous n'avez pas voté pour lui la deuxième fois? La première fois, oui, mais la deuxième fois, non. Vous avez voté Macron? Non. Je préférais ne pas voter que voter pour lui. Parce que la seule chose qu'il a eu fait, M. Sarkozy, c'est se servir dans la caisse et s'occuper de ses copains. Et ses copains sont, entre autres, Bolloré. Ah, la deuxième fois, c'était pas Macron, c'était François Hollande. Ah, C'est bref. Hollande. Ses copains, c'était entre autres Bolloré. Parce qu'avant qu'il arrive, C'est quoi le problème avec Bolloré? Bolloré, aucun. Ah. Je le connais. Lui, très bien, personnellement. Personnellement? Oui. Et je peux vous dire que c'est un type il n'aime pas le pouvoir, par contre il aime les hommes de pouvoir. Et avant Sarkozy, il ne faisait rien en France. Rien. C'est Sarkozy qui lui a permis de venir s'installer et d'être qui il est maintenant. Sarkozy, la seule chose qu'il a fait, c'est s'occuper de lui, de ses copains et de se remplir les poches. Ça ne lui a pas très bien réussi. La preuve, il a maintenant un bracelet à la cheville pendant encore quelques temps. Ça, c'est déjà pas si mal. Mais j'avais voté pour lui et je n'ai pas fait deux fois cette erreur. C'est pas parce que pour le parti,
c'est pour le personnage. Okay. Est-ce que d'autres ont des questions Donc, parmi la ceux qui question, viennent vous avez raison sur ce qu'il disait. C'est vrai que la question d'avoir supprimé le service national n'est pas forcément la meilleure décision qui a été prise. À mon avis. Après, moi, ce qui me plaît avec le service national, c'est un petit peu comme les arts martiaux. C'est-à-dire, moi, je donne mon avis d'artiste martial. C'est-à-dire, quand il y a des cas sociaux qui viennent dans un club, au début, ils peuvent faire le bordel. Après, ils apprennent la discipline, ils apprennent à respecter les autres, etc. etc. C'est ça qu'il faudrait faire. Voilà. Après, maintenant, de nos jours, peut-être que la population française a tellement changé avec des conflits d'intérêts différents que c'est plus compliqué. C'est que les gens ont cette image de l'armée. Vous pensez qu'on a des moyens de coercition absolument terribles sur les fouteurs de merde, etc. Mais en fait, c'est pas le cas, quoi. Donc, il n'y en a pas, il n'y en a aucun. Voilà, c'est des gens comme moi, le lieutenant Henri, qui se retrouvent face à 10 cassos qui ne veulent pas faire le truc. Ah, mais là, c'est une question de proportion, alors. C'est une question de proportion. Si c'était l'armée romaine, d'accord. Si c'était l'armée française de 1802, d'accord. Ah oui, bah, là, oui, mais là, c'est notre problème. C'est pas le principe du service militaire qui est... C'est qu'il ne faut pas comparer la Légion étrangère et l'armée française. Ah, la Légion étrangère, c'est très bien. Et même la Légion, ils ont leurs problèmes, voilà. Non, mais la Légion, ça va. La Légion, quand on y rentre, c'est carré. Hein. Là, c'est ça, voilà. Et le but, c'est quand même d'avoir des professionnels aptes à conduire un char ou à s'emparer d'une tranchée. Enfin, il ne faut pas perdre du temps à expliquer comment repasser une chemise et faire un lit, quoi. C'est ça, voilà. Oui, mais ceux qui font le service militaire, on peut les caser dans des services qui sont moins importants. Ils peuvent faire de la comptabilité, ils peuvent faire de la photographie, mais voilà. Ils peuvent travailler dans les consulats. C'est marqué que même De Gaulle, dans Vers l'armée de métier, soulignait l'importance d'avoir un corps professionnel. Oui, mais l'un n'exclut pas l'autre. Voilà, mais c'est ça, c'est sûr. Et un service national qui peut-être n'a pas besoin d'être dans l'armée, mais besoin de mélanger les gens. Aujourd'hui, on ne peut pas. Voilà, c'est soit les cadres pour encadrer un service militaire, si on les prend dans l'armée d'active, professionnelle, bah, ils sont. Voilà. Après, je pense qu'au-delà de. Je comprends votre point tout à fait, oui, mais au-delà. Parce que là, en fait, c'est des problèmes opérationnels. Vous mentionnez, si on fait ceci, fait cela, parce que je me retrouve face à 10 cas sociaux. Mais je veux dire, si on oublie ces problèmes opérationnels, juste le principe, la doctrine, voilà. Ici, on est à Singapour. Vous savez très bien qu'il y a un service obligatoire militaire de 2 ans. Et donc, il me semble qu'à Singapour, ils n'ont pas de problème avec des cas sociaux qui foutent le bordel. Voilà, donc en fait, le principe. Est-ce qu'on peut comparer ça ? Voilà, je suis d'accord, voilà. Mais voilà, la France a notre problème. Mais dans le principe du service militaire, c'est-à-dire faire. La guerre. Le but, c'est la guerre. C'est pas élever des jeunes. C'est un petit combat. Oui, mais plus ou moins. Je suis d'accord. Le but premier. Le but premier, c'est de préparer la guerre. Okay. La loi Jourdan d'Elbel, tout citoyen français est un soldat. Et, mais pourquoi pas ? Je veux bien. Voilà. Mais après, je pense, dans tous les cas, je veux dire, toute initiative qui mène à développer l'amour pour la patrie, je suis pour. Et je. Peut-être pas. Voilà, mais je ne sais pas. Ici à Singapour, quel est le but du service militaire ? Est-ce que l'armée singapourienne va… Voilà, moi, je pense qu'il y a un côté éducatif. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas, je pose la question. Hein. Ici, c'est la défense, mais aussi tous ceux qui ont fait un service national, ça crée un réseau. Ils ont plus tendance à vouloir travailler. Ouais, mais c'est bien aussi, je trouve. C'est très intéressant parce que dans l'armée, alors vous savez, il y a les Malais, les Singapouriens chinois. Dans l'armée, il n'y a pas beaucoup de Malais, par exemple. Ils sont plutôt dans la police. Enfin, vous voyez, c'est intéressant ça. Faut pas, ils n'y sont pas parce qu'ils ne veulent pas ou parce qu'on ne les met pas dans l'armée ? Parce que les Singapouriens en interne font très attention à ça. Voilà. Mais c'est intéressant, c'est un point intéressant. C'est très intéressant. Vous savez, c'est pour ça que j'allais vous couper quand vous étiez en train de dire la question de l'armée. Parce que il y a aussi, premièrement, il y a le fait qu'il y a 2 ans d'armée, d'accord, c'est vrai. Mais s'il n'y a pas tellement de bordel ici, c'est aussi parce qu'on a eu un fondateur qui était Lee Kuan Yew, pour lequel c'était marche ou crève. Simplifié, mais c'était ça. Est-ce que vous avez une bonne opinion de lui ? Est-ce qu'il est d'extrême droite, lui ? Je ne sais pas d'où il était, mais vous savez, je m'en fous. Honnêtement, je ne peux pas, j'ai rien à dire sur ce pays.
même si la peine de mort est encore applicable, Appliqué. même s'il y a beaucoup de... Je ne vais pas tellement me plaindre sur le pays parce que c'est un pays magnifique où, et je le dis, et je vous assure que c'est vrai, elle peut venir là, vous le dire. Ma femme a oublié 3 fois cet iPhone dans les taxis parce qu'elle a la sale manie. Ouais, c'est pareil à Hong Kong, il y a de la sécurité. Ouais. Les 3 fois, on me l'a rapporté au pied de l'immeuble. Les 3 fois. Est-ce que votre question là, sur l'armée, c'était pas en fait encore pour parler d'immigration de peuplement et massif, quoi, en fait, avec ces errements, c'est juste ça. C'est qu'à chaque fois, on revient à ce Tous les truc-là. sujets sont liés. Je ne sais même plus pourquoi on a parlé d'armée. C'est moi qui ai démarré le sujet. La Suisse. Non, voilà, la Suisse et l'armée. Ouais, d'accord. Et que c'est toujours, le débat revient toujours à ce truc-là, qu'en fait, je veux dire, tout le monde s'est fait à son petit doigt, mais en fait, le vrai problème, il est celui-là. Et la vraie différence ici, c'est qu'ils font très attention à ça. Mhm. Ils prétendent que non. Ce qui est sûr, c'est Il qu'il y y a a. 70%, je ne sais pas si vous savez, mais ici, 70% de la population, enfin, les Chinois ne doivent pas être en dessous de 70%. Ah, ça c'est clair. Hein. Ici, c'est, Ah bon, il y a un quota comme ça? il y a des quotas ici. Mais c'est marqué sur la carte d'identité si vous êtes chinois ou malais ou indien? Sur les cartes d'identité, c'est marqué Ah d'accord. dans les zones résidentielles, etc. Mais en général, à l'échelon du pays, il y a cette Ah mais ça c'est très extrême droite comme mesure, ça devrait pas vous plaire monsieur parce que... Le quota marche comment? Il y a des quotas. À Il y a des l'échelon. quotas malais, chinois, malais, chinois, malais, indiens. Ça, c'est dans les quartiers, mais en général, à l'échelon du pays, c'est 70% de Chinois ethniques. Et les malais c'est combien? Et les Malais, Alors, ils ne voulaient pas beaucoup de les Malais, malais. je ne sais pas comment. Alors, 20%. ça remonte à la fondation du pays, de ce que j'ai compris. Hein. Parce qu'ils ne voulaient pas, au départ, les Malaisiens ne voulaient pas De de Singapour. Singapour, parce qu'ils disaient c'est un truc de Chinois, vous nous cassez les couilles, foutez le camp. Lee Kuan Yew a pleuré, véridique, hein, au jour où ils ont dit non. Et de ce jour-là, il a dit je vais faire mon pays, le pays. Et il a gardé un pourcentage important de Chinois en laissant une petite minorité de Malais et d'Indiens. C'était une bonne décision. Je ne sais pas si elle était bonne ou si elle n'était pas bonne, peu importe. Ouais. Le fait est que Parce que c'était, là, la fondation là, du pays et qu'il a été fait comme ça. ouais, Et que parce que Lee là Kuan c'est Yew pire a qu'extrême dit- droite là, d'un point de vue français. Parce que vous Lee me Kuan dites que... Yew, qui est quelqu'un que j'admire, a dit j'ai énormément travaillé pour ce pays, j'ai gagné un pays, mais j'y ai perdu une famille. Parce qu'il n'a pas pu s'occuper de sa famille. Et on n'a qu'à voir ensuite ce qui s'est passé avec tout ce qui s'est passé derrière. Mais Lee Kuan Yew, il a fondé le pays et c'est vrai qu'il y a des quotas, et, y compris dans les résidences, y compris dans les condos, y compris dans les HDB, partout. Ouais. Bon, si vous voulez, c'est très intéressant. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse une conférence spécialement sur Singapour, le système Singapour un jour. En tout cas, là, je crois qu'il nous reste 10 minutes. Si vous avez des questions spécifiquement sur la campagne, sur les autres candidats, sur le rassemblement, etc. Voilà. Non, parce que J'ai une ça question, fait- Marc. Il n'a pas encore parlé. Oui. Je voulais savoir, en fait, parce que je t'avais parlé, il y a plusieurs candidats de droite qui se présentent. Je sais que tu t'es entretenu avec eux, donc il y a un candidat pour Reconquête, il y a un candidat LR et Républicain, donc il y a toi. Non, il n'y a pas de candidat LR. Ah, ouais, donc RN, LR. RN, ouais. Je voulais savoir la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu faire cette alliance avec toi ou même Reconquête RN. Quelle a été. Parce que quand même, ils ne sont pas débiles, quoi. Ils devraient comprendre que Ouais. Alors, c'est peut-être la seule chance qu'on puisse être au deuxième tour ici à Singapour, qui est très macroniste. Il y a pas mal de voix à gauche Ouais. les écologistes. Je voulais savoir pourquoi ils n'ont pas voulu faire cette alliance. ben là, tu verras le replay. J'ai déjà répondu à la question, mais je vais aller plus en détail dans le sens où, voilà, la réponse courte, c'est qu'on devait faire l'union localement. J'ai des bonnes relations avec Reconquête Asie et j'ai des bonnes relations avec, en tout cas, la plupart des élus RN, en tout cas un qui s'appelle Eric Minet, qui est le suppléant du candidat RN, qui est en Thaïlande. Et si c'était que à l'Asie de décider, j'aurais été le candidat de l'Union. Parce que Eric Minet, qui est conseiller des Français de l'étranger RN à Pattaya, il était prêt à y aller avec moi comme suppléant.
On a proposé ça au bureau national du RN, ils n'ont pas accepté. Parce que je ne suis pas historiquement RN, etc. etc. Voilà. Même si j'étais prêt à prendre l'étiquette RN, en tout cas le soutien RN, il a dirigé les financements publics, parce qu'en fait c'est ça qu'ils veulent, ils veulent de l'argent. Donc moi j'étais OK pour que tout vote pour Marc Guyon aille pour 1,50 €, 1,60 € pour le RN, aucun problème. Mais ça n'a pas été accepté par le bureau national du RN. Donc en fait, mais si ça avait pu être accepté, si c'était localement en Asie qu'on décide, eh bien, lui il serait allé avec moi. Et moi, quand j'ai des bonnes relations avec Reconquête, ils savent très bien que ce qui s'est passé avec moi à Reconquête, c'est des bêtises. Je suis sûr qu'ils n'auraient pas mis de candidat. Et donc, j'aurais été le candidat de l'Union. Pourquoi on en est là aujourd'hui? C'est ta question. Pourquoi? La réponse est très simple. C'est à cause des partis politiques qui sont gérés depuis Paris. Et donc, une des solutions, c'est par exemple de faire un parti des Français étrangers. Ça existe, l'ASFE, etc. Et ça marche très bien pour les sénatoriales. Mais moi, je pense qu'il faut aussi un mouvement transpartisan chez les Français étrangers qui soit indépendant des partis politiques nationaux. Parce qu'en fait, les gens qui semblent a priori très intelligents, qui ne sont jamais venus en Asie, mais qui sont dans leur bureau parisien du RN, de Reconquête et des LR, ils ne comprennent pas ce qui se passe en Asie, ils ne vont pas prendre les bonnes décisions. Donc nous, Français et étrangers, nous sommes victimes des décisions prises par des gens qui sont à Paris. C'est pour ça que je fais passer un message dans cette élection, peu importe le résultat, je m'en fiche, je veux faire passer ce message. Et après, il est reçu ou il n'est pas reçu. Mais voilà, et je pense qu'on peut avoir des bonnes surprises à partir dans une semaine, là, lundi. Comment expliquer une telle déconnexion des gens qui sont à Paris? Ils parlent quand même avec les… C'est très simple parce que deux choses. D'une part, ils ne sont pas en Asie, donc c'est normal. Demain, tu me demandes de décider de l'élection qui est au Brésil. J'y connais rien. Non, mais tu parles avec des gens qui sont localement implantés au Brésil et qui savent un peu le… Oui, mais même peut-être que moi j'ai des directives qui fait que le gars au Brésil il me dit je veux faire ça, et je dis non, tu fais pas ça parce que le parti de la droite, voilà. Donc, oui, je l'ai dit, c'est entre autres, il a créé le chaos, il a accentué ça, c'est pas que dû à ça, il a accentué ça. Mais la source, il faut voir la source du problème. La source du problème, c'est comment c'est structuré. Les partis prennent des décisions depuis Paris et pas depuis… Ça peut marcher pour Marseille. Depuis Paris, on peut gérer ce qui se passe à Marseille. Mais depuis Paris, on ne peut pas gérer ce qui se passe en Asie. C'est trop loin, c'est trop spécifique et les problématiques des Français étrangers ne sont pas les mêmes que les Français de France. Donc déjà, premièrement, la distance géographique et les problématiques sont différentes. Et deuxièmement, c'est le système des partis politiques et des financements publics. C'est-à-dire que Reconquête est obligé de présenter des candidats le plus possible pour gagner au moins 1% de voix et pour gagner de l'argent et pour gagner du temps d'antenne. Donc d'ailleurs, dans mon programme, je suis le seul. Parmi tous les candidats, je suis le seul candidat qui propose la suppression de ce système de financement pour les législatives et de réformer tout cela. Il n'y en a pas d'autre. Donc moi, je trouve que ce système, il oblige les partis à présenter des candidats. Pourquoi Zemmour? Pourquoi on a des candidats à Reconquête? On sait très bien tous qu'il n'y a aucun candidat à Reconquête qui va passer. Mais pourquoi Zemmour présente des candidats? Parce qu'il a besoin de l'argent, il a besoin du temps de parole. Et je le dis, il a raison. Si j'étais Zemmour, je ferais pareil. Mais pourquoi Zemmour fait ça? Parce que le système politique est ainsi. Donc la source du problème, ce n'est pas Zemmour le problème, ce n'est pas Marine Le Pen le problème. Le problème, c'est le système. Il faut réformer ce système. Il faut supprimer cette loi qui dit que chaque vote donne 1,50 € à chaque parti. Il ne faut pas supprimer le financement public, mais il faut le faire autrement. Il faut dire que le financement public, il est organisé d'une autre manière qui ne dépend pas des élections législatives. Je ne sais pas, il faut trouver autre chose. Des sondages, je ne sais pas. Comment? Pourquoi ne pas le supprimer? Mais c'est ce que je veux le supprimer. Ben non, vous dites qu'il ne faudrait pas le supprimer, il faudrait le remplacer par autre chose. Je dis qu'il faut supprimer ce système qui redirige les voix. Mais après, si on supprime l'aide publique, ça veut dire que les partis politiques, ils n'ont plus d'argent. Moi, je dis qu'il faut continuer. Bon, alors, pourquoi pas? On peut le supprimer aussi. Moi, ça m'irait aussi. Mais voilà, en fait, il faut qu'il soit financé autrement. Là, par exemple, une des méthodes de financement, c'est que vous faites un don à un parti politique, il est défiscalisé à 66%. C'est un moyen de financement. Un autre moyen, c'est législative. Voilà. Mais en fait, si vous supprimez ce qui vient des législatives, il faut faire autrement. Ou alors, il faut dire que quand vous faites un don de 100 €, au lieu de défiscaliser 66%, vous défiscalisez 80%. Voilà. Il faut juste réallouer le budget. Mais en tout cas, le problème de financer à partir des législatives, ça fait qu'en fait, les partis sont obligés de présenter n'importe qui. Même s'ils n'ont pas de chance, ils y vont quand même. On est des privilégiés ici, en Asie. On est tous des privilégiés financièrement. Mais quand on voit ce qui se passe en France, la question du pouvoir d'achat et l'inflation, il y a quand même de quoi se poser des questions. Parce que quand vous dites, il donne 1,50 € par vote.
Donc ils mettent 300 personnes ici, juste pour prendre du pognon. Peut-être qu'il faudrait tout simplement arrêter de les payer. Il faut arrêter ce système, j'en suis sûr. Émerdez-vous. Après, oui, pourquoi pas? Je ne suis pas contre cette proposition. Hein. Vous voyez, vous-même, vous avez dit, si j'étais Zemmour, j'aurais fait pareil. Oui. Bah, sinon, il fait comment? Il a besoin d'argent. Il a besoin de payer les employés au siège. Il a besoin de payer le loyer. Et de temps d'antenne, surtout, il a besoin. Oui, temps d'antenne. Sinon, il dit Voilà, pas. de temps en temps. Donc, il a besoin. Bon, qu'est-ce qui va faire que pour la droite, les conservateurs, pour la 11e circonscription, à ton avis, que tu as une bonne chance, ou tu as la meilleure chance des candidats de droite? Il faut faire la campagne de faire passer ce message. Aujourd'hui, j'ai bombardé. C'est le seul jour où j'ai envoyé 2 mails aujourd'hui. J'ai eu déjà des réponses. Arrêtez de me spammer, etc. Moi, je suis quelqu'un qui écoute le terrain. J'ai eu des questions et j'ai eu plusieurs questions aujourd'hui qui me disant, mais en fait, j'ai vu passer des infos comme quoi le RN propose un impôt universel, c'est-à-dire sur la nationalité. Et donc, si je l'ai une fois, bon, je réponds directement. Si je l'ai 3 fois, là, je fais une vidéo, j'envoie un mail. Donc là, si je l'ai eu 3, 4, 5 fois, donc j'ai fait un deuxième mail exprès à ce sujet aujourd'hui. Donc voilà, et je fais le maximum pour… et d'ailleurs, ça a marché puisque vous, monsieur, et vous deux, je crois que vous êtes venus parce que j'ai envoyé ce mail cet après-midi. Si je ne l'avais pas fait, moi je ne l'avais pas prévu. Hein. Moi j'ai envoyé un mail ce matin et je me dis je vais aller à Singapour, j'arrive à mon hôtel à 14h, je vais dormir et je vais venir ici à l'ambassade. Mais je me suis dit non, je ne vais pas dormir parce que j'ai eu tellement de questions sur ce sujet que je vais faire un mail depuis ma chambre d'hôtel et je vais l'envoyer tout de suite. Et je l'ai envoyé à 16h, je crois que vous m'avez répondu et vous dites je viens. Non, je ne sais pas, c'est pas ça? C'est votre message LinkedIn qui dit… Ah, c'est LinkedIn. Ah bon voilà, ou ce monsieur alors voilà. C'est moi qui l'ai. Mais voilà, donc vous avez reçu mon message par mon mail et vous avez 2 heures après. Je l'ai reçu, je ne comprenais pas. Et je ne voyais D'accord. pas l'heure. Je dis à quelle heure vous arrivez là. Bon, peut-être que j'aurais pas dû envoyer le mail. Non, je rigole. Je l'ai lu, j'ai trouvé le Non, mais oui, bon, en tout cas, je veux dire, en fait, comment y arriver, c'est faire passer le message, mais maintenant, le délai est très court parce que le vote commence demain. Et je sais que, je crois que c'est 75% des gens vont voter par Internet. Peut-être que demain, à mon avis, on aura déjà 60-70% des votes. Je ne sais pas ici. Je ne me rappelle plus, de mémoire, peut-être que je dis une bêtise, mais dans ma tête… Ça, le début, on devrait recevoir un SMS, mais moi j'ai toujours… On a reçu Ah, un si. email, alors j'ai reçu un email. Ah, si tu n'as pas reçu de SMS, c'est grave. Tu dois l'avoir reçu. de SMS. Moi, j'ai Ah, pas ben, reçu de ben, SMS. Mais c'est sur quel numéro on est censé le recevoir? Alors, J'ai pas reçu de SMS. je reviens à une approche apolitique. Vous recevez le SMS sur le numéro de téléphone que vous avez renseigné au consulat ou sur France Connect, etc. Moi, j'ai pas reçu de SMS. Alors, si vous n'avez pas reçu de SMS, c'est pour soit 2 raisons. La première, c'est que c'est de votre faute, vous n'avez pas mis à jour. Et la deuxième, c'est que c'est la faute de l'administration. Si vous avez bien renseigné votre… Non. Si vous avez bien… Alors, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'à première vue, alors, je vais vous couper, parce que je fais partie d'un groupe de Français de l'étranger, et il y en a beaucoup qui se sont plaints, parce qu'à première vue, il y a un problème. C'est que les SMS qui sont envoyés de France, ils n'arrivent pas et ils ne passent pas souvent ici. Il y a souvent des cas où ils ne passent pas. Par contre, j'ai reçu L'identifiant par mail. par email. D'accord. Par email. Mais les SMS, si on ne les reçoit pas, c'est Ok. uniquement dû à la question de l'opérateur. et de C'est la possible, il peut y avoir ce… Est-ce qu'il y en a… Mais vous, qui a reçu le SMS ici à Singapour? Je sais pas. Personne? Non, moi j'ai pas reçu. D'accord. Alors, il y a peut-être ça, parce que j'ai vu dans les groupes aujourd'hui, j'ai vu qu'à Singapour, il y avait un problème avec les SMS. Ok. Bon. Mais d'ailleurs, ça, c'est une cause possible d'annulation d'élections. Hein. Vous savez qu'en 2022, il y a 3 circuits qui ont été annulés. Amérique du Sud, Afrique de l'Est, et je ne sais plus laquelle… Amérique du Nord. Pour la première aussi, je crois. Je ne sais plus. Mais en tout cas, non, pas la première. Bon, bref. Il y a 3 circos sur les 11 des Français étrangers qui ont été annulés à cause de problèmes de SMS, parce que beaucoup de compatriotes n'ont pas reçu leur SMS, donc n'ont pas pu voter. Donc le résultat de l'élection législative n'est pas totalement sincère. Bon, c'est possible. Vous en avez un là. Ben voilà, donc peut-être que cette élection sera annulée, et peut-être qu'Anne Jeté sera réélue dans 2 semaines et que finalement elle sera annulée et je reviens vers vous 6 mois après. Préparez-vous, je reviens. Et par contre, dans 6 mois, on a le temps de refaire l'union des droites. Attention, l'union des droites, j'arrive. Alors, je vous pose quelle heure il est là? Il est 8h30 ou pas? Dernière question, je pense, parce qu'on a réservé la salle jusqu'à maintenant, on doit partir. Peut-être pas de dernière question, on va manger, on va boire.
Donc, pour l'instant, ils n'ont encore pas envoyé les chiens de chat. Ouais, voilà. donc ça ira. Oui, bon, on ne va pas non plus volontairement excéder. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas parlé, qui veulent dire un mot? Dernière question? Bon, très bien. Vous avez fait ça? Vous voulez faire Ah, Non, d'accord. non, Bon, j'ai eu peur. Ok. Ouais. Je rigole. Très bien. Merci, un grand merci d'être venu. Moi, je vous propose, pour ceux qui sont disponibles, qu'on aille manger quelque part, parce qu'il faut bien manger pour vivre, non? Je vais manger quelque part, prendre un petit verre, et puis voilà, et on finit la soirée pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Ok? Maintenant, là, pour ceux qui le souhaitent. Enfin, sauf... Non, je rigole. Allez, on y va.